Deux chiffres, surgis en une seule nuit, ont déplacé l'axe de l'agriculture mondiale et révélé une rupture bien plus profonde qu'une simple décision technique. D'un côté, 900 millions de dollars engagés, de l'autre, des récoltes en recul, tandis que l'agriculture américaine s'essouffle sous des pressions commerciales et climatiques cumulées. Que dit réellement ce basculement et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré se retrouve-t-il désormais au centre des inquiétudes occidentales? Une autre architecture agricole est en train d'émerger, capable de redéfinir pouvoir, marché et souveraineté alimentaire à l'échelle régionale. Cette analyse propose une promesse claire, comprendre comment une décision agricole locale peut produire des effets systémiques bien au-delà de ses frontières immédiates. L'enjeu pour le lecteur tient en peu de mots, saisir en 10 minutes d'attention utile comment souveraineté alimentaire, rapport de force économique et stabilité régionale s'entrecroisent désormais. Le cœur du sujet n'est ni une réforme technique isolée, ni un affrontement idéologique classique entre modèles agricoles. Il s'agit d'un déplacement de pouvoir, lent mais mesurable, qui transforme la façon dont certains pays négocient, produisent et sécurisent leur avenir alimentaire. Dans ce contexte, le Burkina Faso devient un laboratoire inattendu. Ce qui s'y joue affecte à la fois les marchés internationaux, les stratégies des grandes puissances agricoles et la trajectoire sociale de millions de producteurs. Pour le spectateur, l'intérêt est double. Comprendre les mécanismes réels derrière les discours et mesurer en quoi ces choix peuvent annoncer des recompositions plus larges en Afrique de l'Ouest. Ce récit vise donc à relier faits observables, conséquences concrètes et lignes de fracture à venir. La révélation tient en deux éléments précis, une loi évaluée à 900 millions de dollars et un vote adopté en moins d'une heure. Cette combinaison, rare dans un secteur habituellement lent et conflictuel, a immédiatement signalé qu'il ne s'agissait pas d'un ajustement marginal, mais d'un changement de trajectoire. Derrière cette rapidité, un consensus national inhabituel s'est formé autour d'un objectif central, mettre fin à près de 20 ans de dépendance progressive aux semences brevetées. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut replacer la décision dans son contexte international. Au même instant, l'agriculture américaine faisait face à une contraction de ses exportations, à des baisses marquées sur certaines cultures et aux séquelles de plusieurs saisons commerciales perdues. Cette fragilité rendait chaque marché extérieur plus stratégique que jamais. L'Afrique, décrite dans plusieurs analyses comme l'un des derniers pôles de croissance agricole, occupait donc une place clé dans ces équilibres. C'est ici que le Burkina Faso, longtemps considéré comme périphérique, a déplacé le centre de gravité. En bannissant 4 variétés OGM associées à de grands groupes de biotechnologiques, le pays a rompu un cycle d'achats annuels, de dépendance technique et de standardisation imposée. Ce choix a aussitôt été interprété comme un signal politique, autant qu'agronomique. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme un repère symbolique. Sans multiplier les déclarations spectaculaires, son influence a été perçue comme un facteur de cohérence entre décisions institutionnelles et aspirations populaires. Pour de nombreux observateurs, cette cohérence expliquait la solidité initiale de la réforme. Le contraste était saisissant. D'un côté, des exploitants occidentaux confrontés à l'érosion de leurs débouchés, de l'autre, des communautés sahéliennes redécouvrant des semences transmises sur plusieurs générations. Cette opposition a nourri une inquiétude claire. Si ce modèle réussissait, il pourrait inspirer un effet domino régional. C'est précisément cette possibilité, plus que la loi elle-même, qui a attiré l'attention des capitales occidentales. Les premiers effets de la réforme ne se sont pas d'abord manifestés dans les communiqués officiels, mais dans une série de trajectoires humaines discrètes. Dans les villages du nord du Burkina Faso, des groupes de femmes se sont réunis autour de paniers de semences anciennes, expliquant comment chaque variété résistait à des sols que les hybrides importés avaient souvent épuisés. Ces échanges, longtemps cantonnés à la sphère domestique, ont soudain pris une dimension collective. À Bobo-Dioulasso, de jeunes biologistes ont improvisé des micro-laboratoires pour cartographier l'humidité des sols et comparer les cycles des variétés locales à ceux imposés par les OGM. Leurs observations, encore partielles,
indiquaient déjà une meilleure adaptation aux irrégularités climatiques. À Kaya, les marchés ont vu réapparaître des étals de sorgho traditionnels, présentés moins comme des marchandises que comme des retrouvailles symboliques. Ces scènes, mises bout à bout, dessinent un impact précoce clair. Pour la première fois depuis des années, producteurs et chercheurs partageaient le sentiment que la trajectoire agricole du pays n'était plus dictée de l'extérieur. Cette convergence entre savoir empirique et initiative scientifique a renforcé la légitimité sociale de la réforme, bien au-delà de son cadre juridique. Dans les cercles politiques, cet ancrage local a été perçu comme un atout décisif. La posture d'Ibrahim Traoré, souvent citée comme un soutien moral à cette orientation, a contribué à relier l'action institutionnelle aux dynamiques de terrain. L'enjeu n'était plus seulement de produire autrement, mais de montrer que l'autonomie pouvait devenir une pratique quotidienne. L'idée essentielle est simple. Une loi ne tient que si ses premiers effets sont vécus comme utiles et crédibles par ceux qu'elle concerne directement. Avant le vote, le paysage agricole burkinabé suivait une trajectoire devenue familière dans de nombreux pays du Sahel. Les semences brevetées structuraient les cycles de culture, imposant des achats annuels, des intrants spécifiques et une dépendance technique progressive. Les décisions se prenaient lentement, souvent sous l'effet de compromis entre impératifs économiques, pression extérieure et capacité locale limitée. Dans ce cadre, toute réforme d'ampleur était généralement étalée sur des mois, parfois des années. Puis, tout s'est accéléré. En moins d'une heure, le texte a été adopté, marquant une rupture nette avec 2 décennies de pratiques installées. Cette rapidité inhabituelle a agi comme un signal fort, à la fois à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières. Immédiatement après le vote, une phase de transition s'est enclenchée, touchant simultanément les producteurs, les chercheurs et les institutions. Les banques de semences locales ont commencé à être réactivées, tandis que des réseaux informels d'échange se reconstituaient dans plusieurs régions. La montée en tension a été presque instantanée. Sur le plan interne, chaque jour apportait une nouvelle conséquence concrète. Des marchés ont réintroduit des variétés traditionnelles, des techniciens agricoles ont dû adapter leurs recommandations et des agriculteurs ont ajusté leurs pratiques sans attendre de directives détaillées. Cette appropriation rapide a surpris jusqu'aux autorités, habituées à des délais plus longs entre décisions politiques et applications réelles. À l'extérieur, l'onde de choc a pris une autre forme. À Washington, des notes internes ont commencé à circuler, évoquant le risque de voir l'Afrique réduire sa dépendance à l'égard des cultures génétiquement modifiées. Dans un contexte déjà marqué par la baisse des exportations agricoles américaines et par des tensions commerciales persistantes, cette perspective a été perçue comme une vulnérabilité supplémentaire. Le Burkina Faso, jusque-là considéré comme un acteur marginal, devenait soudain un point d'attention stratégique. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré a gagné en visibilité régionale. Présenté dans plusieurs analyses comme l'un des catalyseurs de cette orientation souverainiste, il a été associé à l'idée qu'une réforme agricole pouvait servir de levier politique plus large. Plus, cette personnalisation du débat a renforcé la portée symbolique de la décision, transformant une loi sectorielle en référence potentielle pour d'autres États. La séquence s'est ensuite étendue au niveau régional. Au Mali et au Niger, des consultations ont été lancées pour examiner les clauses du texte burkinabé et en évaluer la transférabilité. Au Ghana, des discussions exploratoires ont évoqué l'intérêt de certaines variétés locales face aux contraintes climatiques. Chaque initiative, même prudente, alimentait la perception d'un possible effet domino. Dans cette phase de choc, la loi ne se contentait plus de produire des effets agricoles, elle redessinait les lignes de dialogue entre État, marché et communauté. Le déclencheur avait été rapide, le point culminant clairement identifié, et les répliques continuaient de se propager. Se dérouler, encore en cours, préparait le terrain pour une question centrale. Comment mesurer, au-delà des impressions, l'ampleur réelle de ce basculement ? Le point de départ est clair. Pendant près de 20 ans, 4 variétés OGM majeures ont structuré les cycles agricoles burkinabés avant qu'une interdiction rapide n'introduise un changement immédiat dans les pratiques et les perceptions.
Cette bascule ne peut être comprise qu'en posant des repères mesurables, même limités, afin d'éviter toute lecture uniquement symbolique de la réforme. Un premier repère chiffré apparaît. La valeur économique associée à la loi, estimée à 900 millions de dollars. Ce montant signale l'ampleur stratégique, non un simple coût budgétaire ponctuel. Il ne s'agit pas d'une dépense directe, mais d'une estimation englobant les marchés concernés, les flux commerciaux affectés et les effets de réallocation attendus. Cette échelle explique pourquoi la décision a immédiatement dépassé le cadre national pour entrer dans les calculs internationaux. Un deuxième repère apparaît, la durée du processus décisionnel, moins d'1 heure pour adopter le texte. Cette rapidité révèle un consensus politique rare sur un sujet structurel. Dans des contextes comparables, des réformes agricoles de cette ampleur nécessitent généralement des mois de négociation. L'écart entre la norme et ce cas précis constitue un indicateur indirect de l'alignement entre institutions et opinion publique, élément souvent déterminant pour la mise en œuvre effective. Un troisième repère apparaît, la profondeur temporelle de la dépendance interrompue. Environ 20 années d'usage continu de semences brevetées. Cette durée illustre une dépendance longue intégrée aux routines agricoles. Rompre un cycle aussi installé implique des ajustements techniques, économiques et culturels, ce qui rend d'autant plus significatif le caractère non chaotique des premiers mois observés. À partir de ces repères, le changement se lit dans plusieurs dimensions. Sur le plan perceptif, les communautés rurales ont rapidement associé la fin des semences brevetées à une reprise de contrôle, un élément difficilement quantifiable mais cohérent avec les dynamiques observées sur les marchés locaux. Sur le plan scientifique, les comparaisons initiales menées dans des laboratoires improvisés ont suggéré une meilleure adéquation des variétés locales aux sols pauvres et aux cycles hydriques irréguliers, sans que cela ne permette encore de conclure sur les rendements à long terme. À l'échelle internationale, les réactions constituent un indicateur indirect supplémentaire. Plusieurs analyses internes occidentales ont évoqué le risque de perdre un marché africain, décrit comme l'un des plus dynamiques en croissance. Cette inquiétude n'aurait pas émergé avec autant d'intensité si la réforme avait été perçue comme marginale ou réversible. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré a été interprétée comme un facteur de stabilité plutôt que de rupture imprévisible. Son positionnement a contribué à réduire l'incertitude politique autour de la réforme, un élément souvent scruté par les acteurs économiques. La cohérence entre discours, décisions et applications a renforcé la crédibilité du changement observé. Ces preuves restent partielles et doivent être lues avec prudence. Elles ne démontrent pas encore un succès définitif, mais elles invalident l'idée d'un effondrement immédiat, souvent avancé par les critiques. La transition, mesurée à ce stade, suggère surtout une capacité d'absorption plus élevée que prévu, ouvrant la voie à une évaluation plus fine des impacts à moyen terme. Le débat autour de la loi burkinabé s'est rapidement structuré autour de deux thèses opposées, chacune reposant sur des arguments cohérents qu'il convient d'examiner dans leur version la plus solide. La première, portée par plusieurs capitales occidentales et par les grandes entreprises biotechnologiques, affirme que l'abandon progressif des semences OGM expose le pays à une baisse de productivité, à une perte d'accès aux marchés internationaux et à une fragilisation économique durable. Selon cette lecture, dans un système agricole mondialisé, la standardisation génétique et l'intégration aux chaînes d'exportation seraient des conditions nécessaires pour rester compétitif, en particulier face aux aléas climatiques croissants. Cette position souligne également les risques de transition. Revenir à des variétés locales impliquerait des ajustements techniques coûteux, une période d'apprentissage incertaine et potentiellement une volatilité accrue des rendements. Pour ces défenseurs, la dépendance technologique n'est pas un défaut moral, mais un compromis pragmatique face aux exigences du marché mondial. Face à cette thèse, une seconde lecture s'est imposée depuis le terrain africain. Elle repose sur l'idée que la résilience ne se confond pas avec la dépendance et que la productivité ne peut être évaluée uniquement à l'aune des volumes exportés. Les chercheurs sahéliens et de nombreux producteurs soutiennent que des semences adaptées aux sols pauvres et aux cycles hydriques irréguliers
offrent une stabilité à long terme, même si elles s'inscrivent hors des standards dominants. Les premiers éléments observables donnent du poids à cette seconde approche. Les mois initiaux n'ont pas montré d'effondrement de la production, tandis que les communautés ont reconstitué des banques de semences et réduit certains coûts liés aux achats annuels. Les comparaisons agronomiques préliminaires suggèrent une meilleure adéquation écologique, un facteur souvent sous-estimé dans les modèles globaux. C'est dans cet espace de tension que la posture d'Ibrahim Traoré a été perçue comme un élément d'arbitrage. Plutôt que de nier les risques, le discours officiel a mis en avant une transition progressive fondée sur l'observation et l'ajustement. Le débat ne se résout donc pas par une victoire idéologique, mais par une question empirique encore ouverte. Quel modèle maximise la stabilité économique et sociale sur le long terme ? Cette phrase, en apparence simple, résume le basculement qui s'est opéré au cœur du débat. Jusqu'ici, la loi burkinabé est élue principalement comme une réforme agricole aux effets internes. À mi-parcours de son application, elle apparaît désormais comme un instrument de repositionnement stratégique. Le changement n'est pas seulement ce qui est planté dans les champs, mais ce que cette décision autorise sur le plan politique et diplomatique. En rompant avec les semences brevetées, le Burkina Faso a introduit une variable nouvelle dans les équations régionales. La capacité à définir ses propres règles agricoles devient un signal adressé aux voisins, mais aussi aux partenaires extérieurs. Cette autonomie partielle modifie la manière dont le pays est perçu dans les négociations, non plus comme un simple récepteur de normes, mais comme un acteur capable d'en produire. À ce stade, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme un point de fixation symbolique. Sa posture calme et constante a été interprétée comme la garantie que ce basculement ne relevait pas d'un geste isolé, mais d'une orientation assumée. Pour certains observateurs, cette stabilité politique a transformé une réforme sectorielle en message stratégique. À ce moment charnière, tout se joue ici. Ce qui semblait être un débat sur les rendements devient une question de souveraineté et d'influence. La suite dépendra moins des intentions affichées que de la capacité à traduire ce levier symbolique en effets concrets et durables. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers des conséquences tangibles, différenciées selon les acteurs concernés. Pour les États, d'abord, la loi a modifié le cadre de négociation. Le Burkina Faso dispose d'un argument nouveau, la capacité à définir des règles agricoles alignées sur ses réalités écologiques. Cette position a renforcé sa marge de manœuvre dans les échanges régionaux et a suscité des consultations formelles au Mali et au Niger. À l'échelle diplomatique, la décision a déplacé la discussion du terrain strictement commercial vers celui de la souveraineté, un glissement qui reconfigure les priorités des partenaires. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les acteurs liés aux intrants brevetés ont vu un marché se refermer plus vite que prévu, alimentant des inquiétudes sur la stabilité de leurs débouchés africains. A l'inverse, des initiatives locales ont émergé autour de la multiplication, du stockage et de la distribution de semences indigènes. Ce rééquilibrage n'a pas encore produit de chiffres consolidés, mais il a déjà modifié les anticipations. L'investissement se projette davantage vers des chaînes courtes et des services d'appui technique adaptés aux variétés locales. Du côté des citoyens, les conséquences sont surtout perceptibles dans le quotidien. Les producteurs évoquent une réduction de certaines dépenses récurrentes liées aux achats annuels de semences. Les marchés ont réintroduit des céréales traditionnelles perçues comme charmism, comme plus stables face aux aléas climatiques. Cette évolution a renforcé un sentiment de reprise de contrôle, souvent cité comme un facteur de confiance, même en l'absence de gains immédiats de rendement. Dans les zones rurales, la réforme est devenue un point de ralliement social, fédérant agriculteurs, chercheurs et commerçants. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est celui d'une projection. La loi burkinabé a servi de référence dans des discussions techniques sur la création de banques de semences communes et sur l'harmonisation de certaines normes. Cette dynamique reste prudente, mais elle suggère une coordination accrue autour des cultures adaptées au Sahel. Pour les observateurs internationaux, ce mouvement représente un changement de cap potentiel,
capable d'influencer les flux commerciaux et les stratégies d'aide. Dans cette phase, la présence d'Ibrahim Traoré continue d'agir comme un point de cohérence. Son rôle est moins celui d'un décideur unique que d'un stabilisateur politique, garantissant la continuité entre l'intention affichée et les effets observés. Cette cohérence a limité les signaux contradictoires, souvent source d'incertitude pour les acteurs économiques. Le résultat provisoire est clair, la réforme n'a pas produit un choc uniforme, mais une série d'ajustements différenciés. Ces ajustements dessinent une trajectoire où les coûts et les bénéfices se répartissent dans le temps, préparant le terrain pour une question décisive. Comment ces conséquences immédiates évolueront-elles sur les prochains mois ? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, façonnées par l'évolution interne de la réforme et par les réactions extérieures. D'abord, une continuité prudente repose sur une continuité prudente. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide progressivement ses banques de semences, affine ses dispositifs d'accompagnement technique et maintient un dialogue mesuré avec ses partenaires. Les marchés traversent une phase d'ajustement, marquée par la renégociation de certains débouchés sans rupture sociale majeure. La stabilité tient alors à l'adhésion des communautés rurales et à la cohérence institutionnelle, même si les gains économiques restent graduels. Ensuite, une trajectoire plus favorable imagine une diffusion régionale plus rapide. Le Mali et le Niger adoptent des cadres juridiques inspirés du modèle burkinabé, ouvrant la voie à une coordination sahélienne autour des variétés indigènes. Des partenariats de recherche se structurent, les universités renforcent leurs programmes dédiés aux cultures locales et les producteurs, encouragés par les premiers résultats, intensifient les pratiques non brevetées. Dans cette hypothèse, le Sahel gagne en capacité de négociation collective sur les questions alimentaires, ce qui pourrait réduire certaines vulnérabilités commerciales. Les réactions extérieures demeurent vives, mais deviennent plus difficiles à traduire en leviers concrets face à une dynamique régionale cohérente. Enfin, une trajectoire plus tendue reste néanmoins crédible. Il suppose l'activation de pressions externes plus fortes, qu'elles prennent la forme de contraintes commerciales, de contentieux réglementaires ou de campagnes d'influence visant à fragiliser l'opinion publique. Dans ce contexte, certains producteurs pourraient subir des pertes temporaires de revenus, alimentant des doutes sur la soutenabilité de la transition. La capacité institutionnelle à amortir ces chocs deviendrait alors décisive, tout comme la solidarité communautaire construite au fil des premiers mois. Quel que soit le scénario, une recommandation de lecture s'impose. Évaluer chaque évolution à l'aune d'un double critère, souveraineté et stabilité, permet d'éviter les jugements hâtifs. La réforme ne se mesure pas seulement à court terme, mais à sa capacité à maintenir une cohésion sociale tout en réduisant les dépendances structurelles. C'est dans cet équilibre, fragile mais observable, que se jouera la trajectoire réelle du Burkina Faso sur l'année à venir. À ce stade, les effets de la réforme cessent d'être abstraits et commencent à résonner avec des expériences humaines concrètes, y compris pour des publics éloignés du Burkina Faso. Pour les enseignants, par exemple, l'évolution a pris la forme de nouveaux récits pédagogiques. Dans certaines écoles rurales, des leçons ont été introduites autour des variétés indigènes, expliquant aux élèves pourquoi des graines cultivées par leurs arrière-grands-parents possèdent une valeur culturelle autant qu'alimentaire. Cette transmission a replacé la souveraineté dans un cadre accessible, loin des débats techniques. Pour les femmes, souvent chargées depuis des générations de conserver et d'échanger les semences, la réforme a modifié le regard porté sur leur rôle. Leur savoir, longtemps relégué à la sphère domestique, a gagné une reconnaissance publique. Invitées à participer à des ateliers communautaires, elles ont expliqué comment identifier les variétés anciennes et préserver des sols fragilisés. Cette visibilité nouvelle a renforcé un sentiment de dignité et d'utilité sociale. Les jeunes agronomes, quant à eux, ont vu s'ouvrir un champ d'action différent. Plutôt que de reproduire des modèles importés, ils ont commencé à explorer systématiquement les cultures adaptées au Sahel. Les laboratoires improvisés et les programmes universitaires émergents
ont donné à cette génération le sentiment de contribuer à une transformation durable, et non à une simple réaction politique passagère. Enfin, pour les citadins, l'impact a été plus symbolique. Le retour de céréales traditionnelles sur les marchés urbains a ravivé l'idée que le pays pouvait renouer avec une continuité interrompue. Cette perception, même diffuse, a nourri une confiance collective. Ces expériences montrent que la réforme touche des groupes qui ne se pensaient pas acteurs du changement. Elle pose alors une question simple aux spectateurs. Comment des choix agricoles, apparemment lointains, peuvent-ils redéfinir des identités et des priorités communes? Transformer une victoire symbolique en trajectoire durable exige désormais une série d'actions coordonnées, ancrées dans les réalités observées sur le terrain. D'abord, il s'agit de consolider les banques de semences indigènes. Au-delà du stockage, ces structures deviennent des garanties de continuité culturelle et agronomique capables de protéger les producteurs contre d'éventuelles ruptures commerciales ou pressions réglementaires extérieures. Leur gouvernance locale renforce la confiance et limite les dépendances futures. Ensuite, il s'agit de la structuration de la recherche à long terme. Les micro-laboratoires improvisés ont démontré qu'un écosystème scientifique local pouvait émerger avec des moyens limités. En les intégrant à des programmes nationaux, le Burkina Faso peut documenter de manière rigoureuse la résilience de ses cultures traditionnelles. Cette production de données est essentielle pour alimenter un débat régional fondé sur des preuves plutôt que sur des perceptions. Puis, sur un plan plus politique, il s'agit de renforcer la coordination régionale. Les signaux venus du Mali, du Niger ou du Ghana indiquent qu'une coopération sahélienne autour des semences indigènes est envisageable. Harmoniser certaines normes et partager les résultats scientifiques permettrait de réduire l'efficacité des pressions externes en présentant un front collectif. Ensuite, l'attention se porte sur la pédagogie citoyenne. Maintenir la cohésion interne suppose de donner aux populations les outils pour comprendre les enjeux de la réforme. Ateliers communautaires, programmes éducatifs et communication transparente participent à cet ancrage social. Dans cette démarche, la posture d'Ibrahim Traoré continue de jouer un rôle de stabilisation. Elle relie les choix institutionnels aux dynamiques de terrain, condition indispensable pour que la souveraineté agricole ne reste pas un principe, mais devienne une pratique mesurable et défendable dans le temps. Un motif discret traverse tout ce récit depuis les premiers jours de la réforme, celui des mains qui conservent, transmettent et plantent. Dans les villages du Nord, ces mains appartenaient souvent aux femmes chargées de préserver les semences anciennes bien avant que la loi ne leur donne une visibilité nationale. Ce geste répété, presque invisible, est devenu le symbole d'une continuité retrouvée entre passé et avenir. En revenant à ces scènes initiales, le sens profond de la transformation apparaît plus clairement. La réforme n'a pas imposé un modèle abstrait, elle a révélé une mémoire enfouie. Planter une graine non brevetée n'a pas seulement modifié un cycle agricole, cela a ravivé l'idée que certaines décisions peuvent être reprises à hauteur d'homme, loin des centres de pouvoir lointains. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré a souvent été décrite comme un écho à cette logique. Sans emphase, son positionnement a amplifié un message simple. La souveraineté commence par des choix modestes mais cohérents. Cette correspondance entre un acte ancestral et une orientation politique a créé une résonance inattendue, perceptible autant dans les campagnes que dans les marchés urbains. La force de cette conclusion tient précisément à cela. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une loi, mais la capacité d'un pays à se reconnaître dans ce qu'il cultive. Quand la terre retrouve sa mémoire, la société retrouve son souffle. Au terme de ce parcours, une idée s'impose sans fracas. Ce que le Burkina Faso a engagé ne cherche pas à s'ériger contre le monde, mais à se redéfinir pour lui-même. La réforme agricole devient alors un miroir dans lequel d'autres sociétés peuvent observer leurs propres dépendances, leurs marges de manœuvre et leurs héritages parfois négligés. Elle rappelle qu'un choix technique peut aussi être un choix de société. Cette histoire ne fournit pas de modèle clé en main. Elle invite plutôt à poser de meilleures questions. Comment décider de ce qui nourrit une population? Et à quelles conditions cette décision reste-t-elle légitime dans le temps? Où se situe l'équilibre entre intégration aux marchés mondiaux
et préservation des capacités locales. Ces interrogations dépassent largement les frontières d'un seul pays. Pour le lecteur ou le spectateur, l'enjeu est désormais de prolonger la réflexion, partager une analyse, confronter des points de vue, questionner les évidences, contribue à enrichir un débat qui reste ouvert. La souveraineté alimentaire n'est pas un slogan figé, mais un processus collectif. Alors, face à ce chemin emprunté par le Burkina Faso, quelle place pensez-vous que ce type de choix devrait occuper dans l'avenir du continent africain et au-delà ?